J'espère que vous tenez bon, que tout roule pour vous. Souvenez-vous de ce qu'on évoquait hier, le 26 novembre 2025. On décortiquait ensemble dans une émission les déclarations enflammées de Boham Sensal, celles qui ont mis le feu aux poudres en Algérie. Ce n'étaient pas de simples mots, non, mais des propos jugés si sulfureux à propos des frontières entre l'Algérie et le Maroc qu'ils ont fini par lui valoir la case prison après avoir été publié dans un entretien explosif dans Le Monde des livres à peine 2 jours plus tôt. Mais je vous l'avais déjà dit et je le répète, le vrai sujet, ce n'est pas Boham Sensal. Le vrai malaise, c'est cette crispation permanente qui ronge notre société, cette tension nerveuse qui en dit long sur notre incapacité à respirer politiquement. Ce n'est pas l'homme, mais bien cette fragilité collective, cette allergie au débat, cette angoisse mal digérée dès qu'un sujet sensible pointe le bout de son nez. C'est ce verrou mental qui nous pousse à tout interdire, à museler, à diaboliser dès que la pensée sort du rang. Depuis 2019 et la crise politique, ce pays s'est enfermé dans une spirale où la répression est devenue réflexe et l'intolérance une norme. C'est là que tout a dérapé. L'affaire Boham Sensal, ce n'était que le premier domino, et devinez qui a suivi dans la tempête. Saad Babaoui, le vétéran du journalisme algérien, le sage à la plume affûtée dont on a souvent parlé sur Algérie, par notamment lors de nos émissions du 5 février 2023 et plus récemment le 18 avril 2025. Une légende vivante du paysage médiatique national, 80 ans bien sonné, affectueusement surnommé le parrain ou l'ancien par ses pairs. Depuis ses débuts dans les colonnes les plus en vue de la presse algérienne, il n'a cessé de marquer les esprits. Ses billets publiés pendant presque 2 décennies dans El Kabar, de véritables électrochocs tantôt acclamés, tantôt vilipendés, mais jamais ignorés. Qu'on l'admire ou qu'on le conteste, une chose est sûre, ce monsieur-là n'a jamais laissé personne de marbre. Son parcours force le respect. Il est sans conteste l'une des figures les plus aguerries et influentes du journalisme national. Petite piqûre de rappel pour ceux qui l'auraient manqué depuis février 2023. Saad Baba est cloué au sol, littéralement interdit de quitter le territoire algérien. Son passeport confisqué. Et pourtant son fils l'attend désespérément en Angleterre pour lui offrir des soins dont il a bien besoin. Un père malade qu'on empêche de voyager, voilà le tableau. Et comme si ça ne suffisait pas, le 18 octobre 2023, le vétéran du journalisme a écopé de 6 mois de prison ferme. Le motif, une chronique publiée sur un site arabophone du nom de Madar, baptisé « Loin de la politique ». Un texte où il osait pointer du doigt certaines pratiques politiques rétrogrades dans des zones bien précises du pays. Résultat, le message est passé, mais pas dans le bon sens. On y a vu une insulte, une diffamation contre les habitants de toute la wilaya de Djelfa. On l'a accusé, jugé et condamné pour avoir levé le voile sur une réalité qui dérange. Voilà comment en Algérie, une plume peut vous envoyer derrière les barreaux. Et voilà que l'histoire se répète avec toujours ce même goût amer d'injustice. Le 26 novembre 2025, quelques années après ses premières déboires, Saad Baba se retrouve une nouvelle fois dans l'œil du cyclone. Selon les sources qui comme d'habitude, ne s'accordait pas, il aurait soit été convoqué officiellement par une unité de gendarmerie nationale, soit carrément cueilli sans ménagement. Dans tous les cas, les hommes en uniforme l'ont retrouvé à Alger et lui ont glissé entre les mains une convocation bien formelle. Motif comparution immédiate ce jeudi matin devant un juge d'instruction. Et pas n'importe où. Au tristement célèbre tribunal de Ruisseau, ce lieu devenu légendaire non pas pour son sens de la justice, mais pour sa réputation de spa judiciaire version dystopique, ou comme on l'appelle dans les couloirs, le salon de coiffure et de massage de Hamla. Car ici, la justice ne coupe pas les cheveux en 4, elle obéit sans frémir à ceux qui tirent les ficelles. Et tout particulièrement à une figure bien connue, la toute-puissante directrice du Croissant Rouge algérien, véritable chef d'orchestre de cette scène politico-judiciaire absurde. Ce n'est pas la première fois que ce tribunal aussi célèbre que redouté fait la une. Début novembre, l'endroit a de nouveau fait parler de lui, et pas pour de bonnes raisons. 2 personnes passées à la moulinette de la Justice Made in Hamla ont livré un témoignage glaçant insultes, violence, humiliation, torture psychologique.
Le tout enrobé dans une ambiance de détention arbitraire et de complicité judiciaire bien huilée. Oui, tout cela s'est produit encore une fois dans les murs du tristement célèbre tribunal de Ruisseau. Et c'est dans ce même décor qu'un nouveau chapitre s'écrit. Saad Baba se retrouve poursuivi, cette fois-ci par la fille d'Ahmed Ben Bella, ex-chef d'État. Elle l'accuse suite à une série d'interviews qu'il a données à une web TV algéroise du nom de Vision TV. Une chaîne modeste mais ambitieuse menée par un jeune passionné qui tente tant bien que mal de faire vivre un espace de parole libre en tendant le micro à des figures politiques, culturelles ou artistiques algériennes. Des interviews en toute intimité, loin des projecteurs tapageurs où les invités se livrent, sans filtre, partagent anecdotes savoureuses, souvenirs piquants ou visions profondes de l'Algérie. Et visiblement certaines vérités dérangent. Ce n'est pas une chaîne qui récite la leçon officielle ni une antenne à la botte du régime. Non, Vision TV, malgré ses modestes moyens, fait partie de ces rares médias algériens qui, tout en naviguant dans une mer de censure et d'autocensure, s'efforcent de garder un minimum de décence journalistique. Pendant que la majorité des chaînes se transforment en cirque audiovisuel ou en benne à ordures médiatique, celle-ci tente d'élever le débat. Et dans ce cadre, Saad Baba, 80 ans au compteur, toujours la verve aiguisée, s'est livré dans une série d'entretiens où il a ouvert quelques placards de l'histoire algérienne. Parmi les perles qu'il a lâchées, le refus catégorique de la famille d'Aban Ramdan, grande figure de la révolution, de marier leur fille à Houari Boumedienne, président d'un autre temps. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi évoqué avec précision et un brin de malice des épisodes liés à des personnages majeurs de la lutte pour l'indépendance, comme Ali Benflis ou encore Abdelhafid Boussouf. Des confidences, des scoops, des anecdotes croustillantes, un peu de tout ça. Et forcément, certains n'ont pas trop goûté cette plongée sans filtre dans les coulisses du passé. Parmi les pépites lâchées par Saad Baba, il y a cette vieille légende nationale qu'on a tous entendue au moins une fois autour d'un repas de famille, l'énigme du fameux trésor du FLN. Ce mystère à la croisée du polar politique et du secret d'État revient comme un boomerang dans l'histoire algérienne et Baba n'a pas hésité à y replonger. L'affaire tourne autour de Mohamed Khider, personnage central de cette saga. Lui, c'était le gardien des caisses de la Révolution, celui qui gérait les fonds du FLN via des comptes bien discrets en Suisse. Et puis un jour, 3 janvier 1967, à Madrid Bang assassiné. Les soupçons, évidemment, ils se sont aussitôt posés sur Houari Boumedienne. Mais entre rumeurs persistantes et absence totale de preuves formelles, le mystère est resté entier. Jusqu'à aujourd'hui, malgré quelques tentatives littéraires et témoignages éparpillés, aucun vrai travail d'historien rigoureux n'a éclairci l'affaire de fond en comble. Seul le fils du disparu Tarek Khider a tenté de reconstituer les pièces du puzzle dans un ouvrage poignant. Ce n'est pas une vérité gravée dans le marbre, non, mais ses écrits jettent une lumière troublante sur ce que beaucoup préfèrent garder dans l'ombre. Voici donc le fameux dossier Khider, un feuilleton politico-historique dont les pages continuent de déranger. Le livre qu'il aborde est bien connu du petit cercle des curieux de l'ombre car il ose poser les questions qui fâchent. Mohamed Khider, stratège discret de la guerre d'indépendance, gardien du magot révolutionnaire planqué dans un compte suisse, aurait-il été liquidé pour avoir dit non à Boumedienne? À l'époque, Khider n'était pas n'importe qui proche d'Ahmed Ben Bella, il représentait une autre vision de l'Algérie post-coloniale. Mais son refus de céder les fonds du FLN à la nouvelle équipe au pouvoir lui aurait coûté la vie. Assassiné à Madrid en janvier 1967, dans des circonstances troubles, il devient le symbole d'une purge politique maquillée en règlement de compte discret. Tout pointait du doigt la sécurité militaire agissant dans l'ombre du président Boumedienne. Et cet assassinat, le deuxième d'envergure après l'élimination d'Aban Ramdan en 1957, a laissé une cicatrice béante dans la mémoire politique du pays. C'est un pan ultra sensible de notre mémoire nationale, mais ça reste de l'histoire. Et comme toute histoire, elle dérange. On raconte, certains le jurent, d'autres le murmurent, que Khider, avec la bénédiction tacite de Ben Bella, aurait tout bonnement refusé de céder le magot du FLN à Boumedienne ou même à l'État fraîchement indépendant. Oui, ce fameux trésor révolutionnaire est au cœur d'un feuilleton à rebondissement toujours non résolu.
tellement sulfureux que même un journaliste français s'est penché dessus, publiant un livre entier centré sur le banquier suisse chargé de gérer ses millions. Résultat, un océan de théories, de disputes historico-politiques et de conjectures jamais vraiment vérifiées. On nage entre faits flous et récits passionnés, mais au final, ce ne sont que des fragments de passé. D'ailleurs, à force d'effleurer ce genre de sujet explosif, on se dit qu'il faudrait carrément lancer une série YouTube rien que pour ça, l'histoire interdite de l'Algérie. Et franchement, je milite pour. J'en ai même parlé à mes confrères journalistes. Sortez les caméras, les micros et postez. L'Algérie mérite d'être racontée sans muselière et sans montage officiel. Certains passionnés d'histoire ici en Algérie tentent timidement de faire le boulot, mais souvent de façon bien trop sage, bien trop scolaire. Or, il va falloir sortir des sentiers battus. Il y a des chapitres entiers de notre passé qu'on continue de chuchoter comme s'ils étaient maudits. Des vérités qu'on enterre sous le tapis des récits verrouillés qu'il est grand temps de dépoussiérer. Il faut oser les raconter, tous, avec toutes les voix, toutes les versions sans tabou, ni filtres officiels. Et surtout, il faut ouvrir le débat, car et ça, nos élites semblent l'oublier, la majorité des Algériens, ceux qui vivent loin des cercles de pouvoir et des amphis d'université, ne font pas encore le lien entre les douleurs d'hier et les blocages d'aujourd'hui. Tant qu'on n'aura pas affronté ces zones d'ombre de notre histoire, tant qu'on n'aura pas compris ce qu'on a raté, on restera condamné à tourner en rond, à reproduire les mêmes erreurs. Impossible de construire un futur solide sur une mémoire pleine de silence. Ce sont les plaies du passé, les silences pesants de notre mémoire collective, les leçons que personne n'a jamais voulu tirer. Voilà ce que l'histoire traîne dans ses bagages. Tant qu'on ne la regarde pas en face, sans lunettes idéologiques, sans filtre politique, avec un minimum d'honnêteté intellectuelle et une éthique au service du bien commun, l'Algérie ne pourra ni avancer dans le présent, ni construire sereinement son avenir. Car oui, c'est bien d'histoire qu'il s'agit, rien d'autre. Et pourtant, on se retrouve avec des tribunaux comme celui de R, qui s'en mêlent comme s'ils avaient soudainement reçu mission divine d'arbitrer les récits du passé. Franchement, entre l'affaire S et celle-ci, je ne vois aucune différence. Dans les deux cas, on juge des mots, des souvenirs, des interprétations, sur la base de sources discutables, peut-être fragiles, mais qui relèvent du débat d'idées et pas du pénal. Ce genre de choses, ça se règle dans une conférence, dans un plateau télé, entre chercheurs, pas dans une salle d'audience. Alors que va faire ce tribunal de Boudraha? Rédiger un verdict historique? C'est absurde. Que la fille de Ben, B, porte plainte, soit. C'est son droit. Mais que la justice accepte de traîner un vieil homme de 80 ans devant les juges pour des récits historiques, là on sombre dans le ridicule. Le rôle d'un tribunal, ce n'est pas de définir ce qui est vrai dans les archives, c'est de garantir la paix civile, d'appliquer la loi, rien de plus. L'histoire, elle n'obéit pas au jugement. Qu'on soit clair, si B s'était lancé dans des appels à la haine, s'il avait insulté le FLN de fond en comble, nié l'indépendance de l'Algérie ou balancé que nos figures historiques n'étaient qu'une bande de criminels, là oui, on pourrait comprendre qu'il soit convoqué devant la justice. Là, d'accord. Mais ce n'est pas le cas. Ce qu'il a fait, c'est donner un avis, commenter un épisode historique, poser une réflexion. Et ça, désolé, mais ce n'est pas du ressort des tribunaux. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas une infraction, ce n'est pas non plus une menace pour l'ordre public. C'est du débat d'idées points. Franchement, en y pensant, ma grand-mère, paix à son âme, elle aussi racontait tout un tas de choses sur le passé du pays. Alors quoi? On aurait dû lui passer les menottes à chaque repas de famille, l'emmener au tribunal pour opinion interdite. Soyons sérieux. Si demain, chaque citoyen, qu'il soit professeur, plombier, coiffeur ou simple retraité, doit demander une autorisation avant de commenter l'histoire de son propre pays, eh bien, il ne restera plus personne dehors, tout le monde finira au tribunal. Et là, je vous le dis, les juges algériens n'auront même plus le temps de traiter les vrais dossiers, les crimes, les affaires de corruption, de viol, de vol ou de violence. Ils seront trop occupés à traquer les souvenirs et les phrases mal interprétées. On marche sur la tête. On vit dans une république, pas dans un musée des statues intouchables. B a été président, oui, mais ça ne le transforme pas en idole divine,
ni en prophète qu'on n'a pas le droit d'égratigner. On a parfaitement le droit de dire qu'on ne l'appréciait pas de raconter des anecdotes croustillantes à son sujet, ou même de livrer notre propre lecture des événements historiques dans lesquels il a trempé. L'histoire, ce n'est pas un sanctuaire verrouillé. Ce qui mérite d'être protégé, ce n'est pas l'ego d'un ancien chef d'État, mais bien l'Algérie elle-même. Respecter l'Algérie, c'est protéger son unité, son territoire, refuser les discours haineux, le racisme, le régionalisme. Voilà ce qui doit rester sacré. Mais une figure politique, quelle qu'elle soit, n'est pas au-dessus de la critique. B. Il a existé, il a gouverné, il a fait ce qu'il a fait. Et un jour, comme tout le monde, il passera. Qu'est-ce qu'on fait alors? On interdit les livres d'histoire, on ferme les bouches qui osent évoquer son nom autrement que pour l'encenser. Si dans 15 ans, quelqu'un écrit une biographie critique de lui, on le jette en prison. Non mais sérieusement, c'est absurde, archi absurde. C'est exactement comme ce qu'on a vu dans l'autre scandale. On vit dans un pays où la nervosité collective est devenue doctrine d'État. Ici, il ne faut rien dire, surtout ne pas penser à voix haute. Oubliez les débats, enterrez les opinions, interdisez les analyses. Même les souvenirs deviennent suspects. On ne peut plus lever le moindre doute sur un épisode du passé sans risquer d'allumer un feu judiciaire. Et pendant que la dictature du présent muselle toute critique de l'actualité, voilà qu'on verrouille aussi la mémoire. Le passé lui-même devient terrain miné. Ce n'est plus l'histoire qu'on enseigne, c'est la version officielle. Ce n'est plus la vérité qu'on cherche, c'est celle que le pouvoir valide. Mais l'État, qu'on se le dise, n'est pas le gardien de la vérité historique. Ce rôle-là appartient aux historiens, aux chercheurs, aux citoyens. Il existe des facs, des revues, des plateaux télé pour ça. Si la fille de Ben n'était pas d'accord avec ce que Sou Akbar a raconté, elle aurait pu publier une tribune, écrire une réponse, participer à un débat. Mais non, ici on préfère convoquer les juges pour trancher une dispute de récit, comme si un tribunal avait la moindre compétence pour arbitrer les nuances de l'histoire. Absurde, mais tristement réel, cette affaire-là m'en rappelle une autre pas si lointaine, celle de Saïd Djabelkir, vous vous souvenez? L'intellectuel qu'on a traîné en justice en 2020 pour avoir eu le malheur de parler du soufisme. Oui, du soufisme, pas d'un complot d'État. Et pour ça, il s'est retrouvé sur le banc des accusés au tribunal de Sidi Mamed à Alger. Tout a démarré début 2020 et le procès s'est étalé jusqu'en 2021, le sommet du ridicule. En avril 2021, le verdict tombe 3 ans de prison et 50 000 dinars d'amende pour offense à l'islam. Une affaire surréaliste digne d'un mauvais feuilleton judiciaire. Lui, c'est un islamologue reconnu. Mais on l'a collé l'étiquette d'islamophobe accusé de porter atteinte à l'image du prophète rien que ça. Heureusement, des voix se sont levées pas que d'Algérie. Des intellectuels comme Boualem Saine Sall ou Jamel Habib, mais aussi des penseurs étrangers ont pris sa défense. Tous ont réclamé son acquittement. Et pourtant, à cette époque, dans cette même salle de Sidi Mamed, on prononçait des mots comme « blasphème », comme si on était revenu plusieurs siècles en arrière. Mais enfin, c'est quoi exactement ce blasphème dont on parle à Thouars? Parce que là, franchement, on a touché le sommet de l'absurde. On a sombré dans le grand n'importe quoi, du genre n'importe quoi de compétition. On a confondu réflexion intellectuelle avec hérésie. Alors soyons clairs, la justice n'a rien à faire là-dedans. Qu'elle intervienne pour punir une diffamation, une atteinte à la dignité, une calomnie ciblée ou une violation de la vie privée, là oui, c'est son rôle. Je valide. Mais venir brandir le marteau du juge pour déclarer ce qui serait sacré ou pas, ce qui doit être vénéré ou critiqué, c'est non. Ce n'est pas sa mission ni son domaine. L'histoire, les croyances, les traditions, tout ça appartient au débat public, pas au code pénal. Quand un intellectuel donne son avis sur un pan du passé ou une croyance religieuse dominante, tant qu'il ne prêche pas la haine, le racisme ou l'exclusion, il reste dans son droit. Prenons un exemple, une chronique qui parle de Jules Favre n'est pas un appel à brûler Jules Favre. C'est juste une opinion, pas une attaque. Demain, si je me mets à pointer du doigt certaines coutumes kabyles, dans une vidéo, quoi, on va m'accuser d'attaquer toute la Kabylie. Sérieusement, je n'ai pas le droit de critiquer les traditions de ma propre région maintenant. Et si je parle de Marnia, on va dire que je suis anti-Marnia. Mais où va-t-on? Non, là, il faut dire stop.
La justice algérienne a clairement mieux à faire. Qu'elle s'occupe des vrais problèmes des criminels, des voleurs, des corrompus, des réseaux mafieux. Pas des chroniqueurs, ni des penseurs, ni des voix qu'on n'arrive pas à faire taire autrement qu'avec un procès. Mais regardez autour de vous, le pays déborde de véritables menaces. Des prédateurs sexuels, des criminels récidivistes, des braqueurs à la machette, des pickpockets professionnels, sans oublier les mafias de la drogue, les trafiquants d'armes, les réseaux d'exploitation humaine, les passeurs de haragas. C'est là que la justice algérienne devrait frapper fort. C'est là qu'elle devrait concentrer son énergie pas sur les écrivains, les penseurs ou les artistes qui osent avoir un avis même nuancé sur la religion ou sur quelques chapitres sensibles de notre histoire nationale. Faut arrêter de tout mélanger, révision n'est pas révisionnisme. Nuance. Si un intellectuel se mettait à dire que l'indépendance fut une erreur qu'on aurait mieux fait de rester sous colonisation française, là on pourrait s'interroger, voire envisager des poursuites pour outrage aux valeurs nationales. Et encore, on parle ici de le recadrer, de le rappeler à l'ordre, pas de le jeter en prison. Un avertissement, une amende et basta. Mais là, on est en train de confondre l'analyse historique avec un délit d'opinion. Et ça, c'est une dérive très très dangereuse. Alors quoi, si demain quelqu'un dit « Hider est le trésor du FLN », raconte des anecdotes, partage des récits, issus de sources discutables, on l'envoie direct au tribunal. Mais enfin, c'est justement le rôle de la recherche universitaire d'interroger ces sources, de les croiser, de les contester. Pas celui des juges en robe noire. Ce n'est pas dans une salle d'audience qu'on tranche les débats d'idées ou les querelles de mémoire. Ni l'histoire ni la théologie ne relèvent du pénal. Tout ça, franchement, ça frise l'absurde. Non, pardon, on y est déjà en plein dedans. Encore une fois, toute cette histoire autour de la plainte de la fille de BBA traduit une fébrilité inquiétante, une angoisse d'État, un système nerveux à vif, une société algérienne qui n'écoute plus, qui rejette, qui tape d'abord et ne discute jamais, une société devenue intolérante, fanatisée, irritable à la moindre voix dissonante. Même la critique devient insupportable. L'Algérie de tout, cette nouvelle Algérie qu'on nous vend, est allergique à tout ce qui s'approche de près ou de loin de l'analyse, du débat ou du recul critique, qu'il s'agisse du passé, du présent ou de l'avenir. Et c'est bien là le nœud du problème, le vrai.